Hey, bonjour! Je m'appelle Nadine Fortin et je suis votre coach sur moncoach.tv. Bonjour chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à cet épisode du podcast Leader Résilient. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir et le privilège d'accueillir Sylvie Ménard. Sylvie, j'aimerais ça que tu puisses te présenter, s'il te plaît. Oui, bonjour. Bonjour aux auditeurs. Bonjour Nadine. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je vais me présenter. Comme je suis la somme de ma vie personnelle puis ma vie professionnelle, je vais commencer par dire que je suis la fille d'une maman qui a fait sa carrière dans le milieu de la mode, puis d'un papa qui est un joueur de baseball professionnel, qui est devenu un haut dirigeant du service d'incendie de la Ville de Montréal. Ça fait que je viens d'un milieu qui est déjà très performant. J'ai eu une enfance où moi, j'ai toujours entendu l'oisiveté, la mère de tous les vices. Ça fait que nous, comme enfants, on s'amusait pas, on s'entraînait. Je suis devenue professeure de patinage artistique. Puis, je pense que ça donne un cadre à toute la vie professionnelle que j'ai fait par la suite. J'ai fait des études en communication organisationnelle, j'ai fait une maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail. J'ai aussi été faire des études d'expert praticienne en psychologie positive à Paris et j'ai étudié à l'École d'ingénierie centrale Supélec de Paris. J'ai fait des études en coaching exécutif pour leadership positif. Donc, c'est un peu ça. Je suis une personne qui a été propriétaire d'entreprise. J'ai été propriétaire d'un réseau de télécommunications. J'ai équipé des bateaux de pêche en appareils de communication et de navigation. J'ai été directrice générale d'une station de radio. J'ai aussi été conseiller expert à l'État-major de la Sûreté du Québec. Et j'ai fait une carrière de cadre RH dans le secteur dans le réseau de la santé et des services sociaux. Wow! Donc, tu as vraiment des études variées et puis une expérience aussi très variée. Oui. Puis, à travers ça, on a 5 enfants, puis on a 7 petits-enfants. Wow! Belle famille! Oui. Dis-moi, Sylvie, j'ai cru comprendre que avec tes études en psychologie positive, tu as eu la piqûre pour t'intéresser à la résilience au travail. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui. En fait, je comprenais pas pourquoi j'ai été tant creusée dans ce sens-là, parce que moi, ma carrière était faite, j'étais plus dans une posture de vouloir gagner ma vie. J'étais plus dans une posture de vouloir aller chercher des diplômes. Puis je me disais, tu sais, comment ça se fait que je continue, puis finalement, les diplômes, c'est une conséquence d'une de mes forces. Ça fait que je me suis intéressée à identifier quelles étaient mes forces. Puis à partir de ce moment-là, je me suis mieux compris. Ça m'a plus expliqué à moi-même. Puis je vais vous en parler tantôt aussi dans le lien avec le développement de la résilience. Moi, mes forces, je vais partir de moi comme exemple pour qu'on puisse mieux faire les liens avec en quoi ça nous permet de développer la résilience. Mm-hmm. La première force, c'est honnêteté, intégrité, sincérité. Quand j'ai pris connaissance que c'était ma première force, je me suis rappelé que c'est vrai, depuis que je suis toute petite, pour moi, ça me demande aucun effort. Je donne l'heure juste. Je dis la vérité, c'est vraiment l'heure juste. Puis c'est comme ça depuis que je suis petite. Les caractéristiques d'une force, c'est que c'est authentique, c'est naturel et ça nous permet de nous épanouir. Hein? Quand on utilise nos forces, on se sent bien. Ça fait que moi, tout au long de ma carrière, quand j'avais à donner l'heure juste, c'est pas difficile pour moi.
C'est naturel. Donc, comme cadre en relation de travail ou comme quand j'ai traité des plaintes en harcèlement psychologique ou comme cadre supérieur RH, donner leur juste, donner du feedback authentique, pour moi, c'est facile. Ma deuxième force, c'est capacité d'aimer et d'être aimé. Je prends soin des autres. Je vais donner leur juste en voulant le bien pour l'autre. Je suis bien intentionnée, je suis bienveillante, je suis comme ça avec ma famille, avec mes amis. J'ai été comme ça tout au long de ma carrière et c'est ce qui fait qu'encore maintenant, par exemple, quand je donne des conférences, je vais négocier dans mon cachet des places gratuites pour des DG d'organismes à but non lucratif qui n'ont pas beaucoup d'argent. Puis j'ai toujours un souci de bienveillance envers les autres. Ma troisième force, c'est assiduité, application et persévérance. Moi, j'ai terminé mes cours de maîtrise en 98, puis j'ai fait une recherche scientifique pour terminer ma maîtrise en 2016. Je lâche pas. Petit délai. Je lâche pas. J'ai commencé quelque chose et tant que j'ai pas été jusqu'au bout, ça m'achale. Tant que je ne permets pas à cette force-là de s'exprimer totalement, j'ai de la difficulté à m'épanouir. Donc, l'idée, ce n'était pas d'en faire une démonstration, c'est vraiment pour moi, pour me sentir bien, aller jusqu'au bout de quelque chose que j'ai commencé. Puis, ma quatrième force, c'est maîtrise de soi et autorégulation. À la fois, c'est la force qui m'a permis d'être une personne tout le temps très disciplinée. Je m'épanouis bien, moi, dans la rigueur. Mais pas la rigueur, mais oui, la rigueur. Tu sais, des cadres, je suis très respectueuse des cadres. Puis ce que ça fait, c'est que quand j'étais plus jeune, j'allais patiner à l'école. J'allais patiner le matin avant d'aller à l'école, tous les jours de la semaine. Puis moi, je sortais pas les fins de semaine parce que j'enseignais le matin. Mais je trouvais pas ça difficile. Au contraire, ça me permettait d'être bien, puis j'étais connectée avec mes forces. Aujourd'hui, je le comprends, mais mes amis ne comprenaient pas ça. Puis, à la fois, c'est aussi, toutes nos forces, c'est aussi ce qui fait que c'est notre côté sombre parfois. Parce que, comme autant honnêteté, intégrité, sincérité, quand je dis leur juste, quand j'étais DG d'une radio, j'étais dans la très jeune trentaine, j'ai dit des choses qui m'ont valu d'être congédiée. Avec le recul, je me congédierais moi aussi. C'est l'envers un peu des habiletés politiques. Maîtrise de soi et autorégulation, c'est aussi le fait que je vis pas bien dans des cadres où il y a beaucoup d'ambiguïté. J'ai une tendance naturelle à tout structurer. Ma quatrième force, c'est curiosité et intérêt accordé au monde. Et là, ça m'a permis de comprendre pourquoi tout m'intéresse. Pourquoi c'est difficile pour moi de rester focus sur une affaire. Tout m'intéresse. Donc, le lien avec la résilience, on sait, hein, la résilience, c'est toute notre capacité à contrôler notre réaction face à des situations de la vie qui, des fois, sont très difficiles. Puis, c'est comment on va surmonter les difficultés, puis comment on va rebondir après ces épreuves-là. Monsieur Penning faisait l'analogie avec une balle qui, une fois qu'elle est comprimée, hein, reprend sa forme, nous permet de rebondir. C'est tout à fait vrai. Mais de se reconnecter avec nos forces, de ce qu'il y a de bon, de beau, de fort en nous, nous permet aussi de mieux faire face à des difficultés. Tantôt, je parlais quand j'ai été congédiée, à l'époque, j'avais aucune idée là, j'ai trouvé ça très difficile. Puis, c'est mon père qui m'a amené à me reconnecter avec ma valeur, avec le fait d'avoir été fidèle à ce que je croyais.
Et bien sûr, j'ai manqué d'habileté politique à l'époque. Mais il m'a permis de me reconnecter avec ma valeur à moi et de surmonter cette difficulté-là pour devenir meilleure. Puis, oui, c'est ça le lien avec les forces. Bien, Sylvie, tu as vraiment nommé tes 5 forces de façon très précise, éloquente. Je suis pas certaine que la majorité des gens seraient en mesure de faire ça. Comment tu es arrivée à identifier, puis à savoir ce que ça veut dire, puis comment que c'est connecté avec toi, ces forces-là? Oui, c'est une bonne question. En fait, il y a un questionnaire en ligne qui est gratuit, qui s'appelle Value in Action. C'est le VIA Institute on Character, qui a été fondé par notamment Martin Seligman, qui est le père fondateur de la psychologie positive, qui est une personne qui s'est beaucoup intéressée au choc post-traumatique de l'armée américaine. Et il s'est beaucoup posé la question avec d'autres chercheurs de qu'est-ce qui permettait aux gens de rebondir après des épreuves. Puis, à partir de ses travaux au sein de l'armée américaine, je dirais qu'il a réduit le nombre de forces à 24. 24 forces qui sont communes chez l'ensemble des personnes, peu importe la culture ou notre origine. Et ces 24 forces-là, ils ont développé un questionnaire qui a une grande valeur scientifique. C'est le questionnaire qui actuellement est le plus utilisé en recherche, en psychologie. Et il est gratuit en ligne lorsqu'on va au www.viacharacter.org. OK. On va le mettre sur mon site Internet aussi dans la description des podcasts. Super. Et ce questionnaire-là, il permet d'ordonnancer comment on utilise nos forces. On les a toutes, les forces. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, mais c'est juste comment elles nous animent. Et plus on se reconnecte avec comment nos forces nous animent, ben, comment on va leur permettre de s'exprimer. Les forces de caractère, je vous dirais que les 5 premières sont pas mal celles qui sont là depuis qu'on est petit. Moi, ça fait 6 ans que je le fais une fois par année. Puis mes premières forces sont pas mal toujours les mêmes. Je suis comme ça depuis que je suis petite. Si je comprends bien, donc il y a 24 forces, puis on les a toutes à différents degrés chacun. C'est ce qui va nous distinguer dans nos forces. Et selon toi, selon ton expérience, nos 5 premières vont rester à peu près les mêmes. Les autres sont moins importantes. Mais encore là, les degrés peuvent jouer étant donné l'expérience qu'on acquiert en temps et lieu, j'imagine. En fait, l'ordonnancement des forces fait en sorte que toutes les autres forces sont aussi importantes les unes que les autres. L'ordonnancement de nos résultats va venir nous dire quelles sont celles qu'on utilise davantage. Okay. Celles qui sont un peu plus loin, par exemple, celles qui seraient, comme moi, j'ai le courage ben beau. J'ai de la difficulté à croire ça. En fait, j'ai confiance en moi, mais je suis très pissou. OK. Je vais te croire parce que ce que tu dis, c'est ce que tu es. Oui. Puis, en fait, ce que ça fait, c'est que avoir le courage très loin fait en sorte que les êtres humains, tu sais, on fait les choses qui sont plus faciles pour nous. Fait que je vais utiliser d'autres forces. Si j'ai le choix, je vais utiliser d'autres choses que le courage. Mais, par exemple, je pourrais avoir une chance d'avoir plus de succès en utilisant le courage. OK. Même si c'est les plus basses, ça va me demander un effort, mais je sais que je vais mieux réussir si dans cette situation-là, je mets à profit le courage. Mais c'est tellement puissant, ça. Ça veut dire qu'on a accès à toutes ces forces-là. Il s'agit juste d'aller les déclencher.
puis les utiliser, d'avoir le courage d'utiliser le courage. Oui, oui, tout à fait. Ça fait que quand on a notre profil de force, on Mhm. sait quelles sont les forces qui nous demandent un peu plus d'effort. Hein. C'est pareil comme si je vous donnais l'exemple de utiliser une force, ben, ça nous demande zéro effort. Ça vient tout de suite. Mhm. Alors que quand ils sont plus loin, ça veut dire que pour toutes sortes de raisons, on les utilise peu ou ça va nous demander un effort. Ça fait que dans la vie, dans certaines situations, oui, on a intérêt à utiliser des forces qu'on utilise moins. Puis moi, personnellement, je me sers de mes résultats comme plan de développement personnel et je vais porter une attention particulière à permettre à mes forces signatures de pouvoir s'exprimer le plus souvent euh, parce que c'est ce qui me permet d'être bien. Mm. Quand j'étais plus jeune, oui, je me suis retrouvée dans des situations où des contextes qui ne permettaient pas à mes forces signatures de s'exprimer Mhm. et ça nous amène à une baisse d'énergie, ça nous amène parfois à frôler la dépression. euh, Parce que tu es toujours en effort. Tout à Mm. fait. OK. Ouais. Si tu regardes tes forces, si tu regardes la résilience, qu'est-ce qui va nous aider à développer notre résilience? Ben, il y a plusieurs choses. Moi, j'ai le grand bonheur d'avoir pu dans ma vie aller poursuivre mes études, épancher ma curiosité puis mon intérêt pour la psychologie positive et de faire la rencontre de Martin Seligman à Paris. Et M. Seligman, dans ses enseignements, nous propose de développer intentionnellement notre optimisme. Mm. C'est sûr qu'il y a plein de chercheurs qui sont intéressés aux survivants des camps de concentration, qui sont intéressés aux chocs post-traumatiques, comme M. Seligman aussi. Et M. Seligman, hein, c'est un monsieur qui a fait une carrière où il a fait des études assez cruelles, où il a étudié comment on devient impuissant. Hein, il a étudié l'impuissance apprise. Et de là, il s'est dit, ben non, ça n'a pas de bon sens. Il s'est rendu compte que les gens qui ne baissent pas les bras sont les personnes qui croient qu'ils vont réussir. C'est les personnes qui croient qu'ils vont trouver une solution. Alors, l'optimisme, ça se développe, Mm-hmm. ça se cultive. Ça se cultive, oui. Tout à fait. Et ça demande un effort volontaire. Puis c'est drôle parce que ce matin, dans la Presse Plus, il y avait un article d'une chercheure, une psychiatre de Boston, qui disait que les personnes optimistes ont une espérance de vie d'environ 10 ans, Oui. plus que les personnes pessimistes. Donc, de croire qu'on va réussir, de se croire capable, fait en sorte qu'on va l'essayer. Mm-hmm. Si moi, là, je me dis, ah non, j'essaierai pas telle affaire, je suis sûre, je vais me planter, ben, je l'essaierai pas. Un leader qui va dire, ben, je suis convaincu que je vais réussir, il va l'essayer. Mm-hmm. Non seulement il va l'essayer, mais probablement qu'il va se fixer un objectif encore plus élevé pour se challenger. Mm-hmm. Donc, de cultiver notre sentiment d'efficacité personnelle, de cultiver l'optimisme, de se reconnecter avec ses forces. Et le troisième enseignement, je dirais, majeur des études de M. Seligman, c'est de développer des dialogues constructifs. Un dialogue constructif, c'est un dialogue intérieur, constructif, de dire ben un peu là, comme je suis bonne, je peux. En fait, c'est de ne pas se dévaloriser.
Mhm. Et de se reconnecter avec ses accomplissements, avec ses réalisations et de se dire, ben, j'ai déjà réussi, je vais réussir encore. Et de se projeter dans le futur. Mhm. Euh, et c'est aussi un dialogue constructif avec les gens qui nous entourent. Mhm. Sylvie, dans un contexte où bon, l'humilité, c'est considéré comme je me vends pas plus que ce que je suis, mais on oublie l'envers de la médaille, c'est je reconnais ce que je suis, les forces que j'ai. Euh, de, comment est-ce que tu vois les gens cultiver cet optimisme, ce sentiment d'auto-efficacité qu'ils ont et tout ça? Moi, je te dirais que la plupart des gens ont beaucoup plus de facilité à poser un regard sur ce qui leur manque, leur Oui. faiblesse, ce qu'ils n'ont pas réussi, se mettre une pression de réussir. Et dans notre culture, ici au Québec, je dirais que puis peut-être que c'est partagé ailleurs aussi, là, de mettre en valeur nos réussites. Euh, je pense qu'on a une certaine pudeur Oui. et avec raison. C'est pas d'en faire l'étalage, c'est de se reconnecter soi. Par exemple, euh, puis c'est beaucoup en lien avec le dialogue constructif. Si j'arrive chez moi, puis que mon mari m'attend à la maison, puis je lui dis je suis fière de ma journée, ça a bien été. Puis il me pose la question, ouais, ok, super, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Euh, et si il me pose la question, qu'est-ce qui t'a permis de réussir? OK. C'est pas de m'inviter à faire étalage de ma réussite. C'est de me ramener à me connecter avec qu'est-ce qui m'a permis de réussir. Qu'est-ce qui a fait que je suis fière de ma journée? Ah ben, c'est que j'ai rencontré une personne, puis là, ben, je vais partir et je me ramène dans mon histoire. Ça fait remonter mon niveau d'énergie. Je me reconnecte avec ce qui m'a permis de réussir. Et s'il me dit, par exemple, ah, les petits-enfants s'en viennent demain, comment comment tu peux te servir de ça pour organiser la journée de demain? Et il va m'amener à me projeter dans un futur à partir de cette connexion-là que je viens de faire avec mes forces. C'est-tu un coach, ton mari, coudonc? Non, c'est un enquêteur. Oui, c'est ça. Mais en fait, hein, j'ai le bonheur d'avoir assisté à une grande conférence de Martin Seligman avec mon mari. OK. Lui aussi était présent, puis lui aussi, ça lui a permis de faire un pas sur, je dirais, c'est comment on se reconnecte avec ce qui nous anime volontairement. OK. Ouais. Donc, comment, ou plutôt, pourquoi est-ce que tu encouragerais les gens à travailler sur leur résilience? Pourquoi ils devraient développer ça? Ah, pour plein de raisons. Parce que, puis là, tu sais, c'est ma capacité d'aimer, d'être aimé, là, qui remonte. Parce que je souhaite plus d'humanité dans tout, plus de succès, plus d'épanouissement des personnes dans les organisations notamment, parce que c'est principalement là que maintenant je travaille. C'est ce qui m'a amené à travailler avec beaucoup les gestionnaires à cultiver cette capacité-là, à identifier les forces, ce qu'on appelle là, le strength spotting, et à regarder comment on va les mettre en œuvre. Moi, je dirais que je suis mue par la capacité d'aimer, d'être aimée. Okay. Ouais. Okay. Quand quelqu'un est dans le creux de la vague, là, puis
ils pensent que ça peut pas aller pire, puis oui, la vie va y envoyer une autre jambette, puis ça va aller pire. Est-ce qu'il y a quand même moyen d'aller puiser dans nos forces, puis notre résilience, puis qu'est-ce qui pourrait être un déclencheur pour faire émerger cette résilience-là? En fait, on dit qu'en toute chose, il y a quelque chose qui fonctionne bien. La difficulté, c'est de le repérer. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui est pas difficile, hein. Au contraire, il y a des événements, des situations qui sont extrêmement difficiles et c'est de venir puiser dans comment on s'y est déjà pris par le passé, identifier ça a été quoi nos forces pour pouvoir les réactiver et les mettre de l'avant. Je ne crois pas qu'on puisse agir sur une réalité. Le seul pouvoir qu'on a, c'est sur notre réaction face à cette réalité-là. Et là, dans le développement de la résilience, ben, il y a une panoplie d'outils pour, je dirais, travailler sur comment on va développer notre capacité à moduler notre perception, nos réactions face à cette réalité-là qui est parfois extrêmement dure. Mm-hmm. Il y a plusieurs outils de la psychologie positive qui existent. Là. Mm-hmm. Ouais. Tu dirais que c'est quoi la première chose qu'une personne qui est prise dans un défi puis qui les voit plus, les forces, qui voit plus les solutions, c'est quoi la première chose qu'elle devrait faire? Ah, la première chose qu'elle devrait faire, moi, je dirais que c'est un pas de recul. Un pas de recul. Comme Sonia Lupien hein, en parlait, je l'ai entendu dans un podcast. Elle parlait du parallèle à faire entre la douleur et l'émotion. Mm-hmm. La douleur, hein, si on se brûle, il y a un pic et ça va s'atténuer. L'émotion, toutes les émotions ont une durée. Madame Lupien, elle a mesuré la durée des émotions. OK. Donc, quand on est confronté à quelque chose de très difficile et ça provoque une douleur, ben, elle va s'atténuer. Il y a un pic, mais il faut faire confiance qu'elle va s'atténuer. Ce qui est dommageable, c'est la rumination de cette émotion difficile-là. Donc, c'est de trouver comment on va sortir de la rumination et comment on va développer, comment on va se remettre en selle. Ça fait autant dans le milieu de l'éducation que dans le milieu de la gestion, il y a des outils qui nous permettent de faire décrire une situation, d'amener la personne à la regarder sous différents angles pour pouvoir moduler sa réaction et trouver d'autres façons de faire. Puis, il y a quelque chose qui m'a effleuré aussi l'idée tantôt. M. Seligman dit que tout le monde n'a pas la même, je dirais, le même bagage par rapport au développement de notre capacité à remarquer ce qui va bien. Toute la capacité à regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide, ben lui estime qu'on est peut-être, on porte environ peut-être autour de 45% de l'héritage de notre bagage génétique, nos parents, que ça nous permet de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il y a un 10% que ça peut être des situations de la vie. Qui sont parfois très difficiles. Hein? On vit un deuil, une maladie. C'est dur de voir le verre à moitié plein. On le voit à moitié vide. Et pour l'autre, quasiment l'autre 50%, ça demande un effort volontaire. Et c'est tout dans cet espace-là qui est l'endroit où on va travailler au développement de la résilience, au développement de l'optimisme, de l'utilisation des forces et notamment de développer des façons d'avoir des dialogues beaucoup plus constructifs, tant intérieurs que les leaders avec leurs employés, les gens qui les entourent. Oui. Je pense que ce dialogue-là, ce dialogue interne-là est très important. Il y a une chanson des Cowboys fringants que j'écoutais en fin de semaine. J'ai oublié le titre, je pense que c'est Roland.
où les paroles de la chanson disent « Il n'y a personne qui peut t'aider si toi, tu ne te donnes pas un coup de pied en premier. » Puis, tu sais, quand moi, j'ai eu des coups durs dans la vie, mon père me disait, tu sais, des fois, c'est les coups de pied au derrière qu'on a qui nous amènent le plus loin en avant. Ben oui. Sylvie, parle-nous donc de ta mission aujourd'hui, puis le lien avec la résilience. Ma mission aujourd'hui, en fait, c'est une bonne question. Ma mission, moi, je dirais que ma mission, je suis reconnectée avec ça depuis toute ma carrière. Je pense que j'ai toujours été au service de la population, tant à la radio communautaire qu'à la Sûreté du Québec ou dans le réseau de la santé. Tu sais, j'ai fait ma maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail. Ce que je veux, c'est ça. Ma mission, c'est le bien-être. Et en lien avec un mandat que j'avais eu du mouvement de la psychologie positive au Québec, j'avais mis l'idée de percer davantage le milieu de la gestion pour nous outiller pour mieux s'épanouir au travail. Ça fait que ça m'a amené à travailler pendant 3 ans avec des collègues où on a fait l'interprétation des forces de caractère du VIA Institute en situation de travail. Okay. C'est un e-book qui est gratuit en ligne, qui est en français et qui est présentement en traduction, puisque une grande firme de Montréal vient d'obtenir un gros contrat à Toronto et ils en ont besoin en anglais. Donc, ils nous ont demandé la permission de contribuer, puis pour le faire traduire. Donc, il devrait être prêt autour de la mi-septembre. Ouais. Ah, super. Donc, on va mettre également le lien pour aller obtenir ce e-book-là pour nos auditeurs. Sylvie, je te remercie sincèrement d'avoir passé cette petite demi-heure avec nous. Et puis, je remercie également nos auditeurs. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Je vais vous mettre en contact avec Sylvie, le cas échéant. Un grand merci, Sylvie. Bien, bienvenue, Nadine. Surtout, merci beaucoup de m'avoir invitée et de m'avoir donné cette occasion-là de parler de ma passion. Ben, c'est un grand plaisir. À la prochaine, Sylvie. À la prochaine.